Bonsoir à tous, merci de suivre le débat politique. Dès son indépendance, la Côte d'Ivoire a longtemps fait figure d'exception en raison de son incontestable stabilité politique et de sa remarquable croissance économique. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a fait de la paix une doctrine. Toutefois, ses successeurs, dont beaucoup se réclament, n'ont pas réussi à préserver cet héritage. Considérée comme une terre d'asile, la Côte d'Ivoire est riche de sa diversité culturelle, confessionnelle et idéologique, avec plus de 60 ethnies et près d'une centaine de partis politiques, pour une population estimée à plus de 26 millions d'habitants. Aujourd'hui, la question de la réconciliation nationale s'impose à la Côte d'Ivoire. En effet, la crise post-électorale de 2010 a opposé les camps des présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Résultat, 3000 morts en 6 mois. Ces exactions ont créé une déchirure sociale et psychologique encore prégnante dans le pays. Plus près de nous, les événements survenus lors de la dernière élection présidentielle. À l'initiative du gouvernement, plusieurs décisions importantes ont été prises. Citons notamment la création d'un ministère de la Réconciliation nationale, l'amnistie de certains prisonniers, le retour de bon nombre d'exilés et la rencontre au sommet de l'ancien président Laurent Gbagbo et du chef de l'État Alassane Ouattara. Pourtant, des questions demeurent. Ces actes peuvent-ils suffire à garantir une réconciliation pérenne dans notre pays? Quel est le rôle des partis politiques dans le processus de réconciliation nationale? Quelle est leur responsabilité dans ces crises successives? Et surtout, que proposent-ils à quelques jours de la reprise du dialogue politique? Ce sont autant de questions auxquelles vont répondre nos invités. Madame Adèle Dédi-Tapé, vice-présidente du FPI, chargée de la région du Haut-Sassandra 2, département d'Issia et de Zoukoukbe, ancien maire de la commune d'Issia. Bonsoir et merci d'être présente. Bonsoir, madame. Monsieur Maïzan Kofi Noël, cadre du RHDP, député de Bondoukou commune, sous-préfecture de Penda, Boroko et Apimandoum. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Niamien Yao, ancien ministre, docteur en relations internationales, vice-président du PDCI RDA, grand conférencier et directeur de l'Institut de formation politique du PDCI RDA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Monsieur Justin Katinan-Koné, ancien ministre, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI et porte-parole du PPACI. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir madame. Alors, en prélude à nos échanges, je vous propose de suivre un élément qui va poser le cadre de notre débat et c'est signé Sédou Ouattara. Bien parti pour être considéré comme la Suisse de l'Afrique à une époque où l'Afrique noire était, semble-t-il, mal partie, la Côte d'Ivoire a pendant longtemps fait figure d'exception en raison de son incontestable stabilité politique et sa remarquable croissance économique qui ont suivi. Plus de 2 décennies durant son accession à la souveraineté, tandis que pullulaient dans une Afrique post-indépendance des conflits armés tout azimut. Le pays renvoyait l'image d'une île de stabilité perdue dans un océan d'instabilité. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus prospères d'Afrique grâce à une économie stimulée par des fortes exportations agricoles, notamment le cacao. Malheureusement, à la fin des années 1990, la paix que le père fondateur Félix Houphouët-Boigny s'était donné tant de souffrance à promouvoir, au point d'en faire une doctrine nationale, voire internationale, a été mise en mal. L'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire pourrait se résumer en une série de cycles. Crise post-électorale octobre 2000, officiellement 303 morts. La profonde crise post-électorale 2010, officiellement 3000 morts. Et enfin, la dernière crise post-électorale 2020, officiellement 85 morts. Cependant, les citoyens expriment très souvent que la politique est la cause centrale des divisions entre nous. Elle est celle qui nous divise et nous détruit. Alors, on vient de voir le président Félix Houphouët-Boigny et c'est à sa mort que le pays rentre en crise. Pour certains, ces crises successives résultent finalement d'une guerre de succession entre des politiciens et des militaires depuis des décennies. Quel est votre regard sur cette vision, monsieur Niamien Yao? Permettez-moi, au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la démocratie dans notre pays. Et de dire que
c'est vrai que nous avons choisi la paix, mais nous avons choisi de bâtir la paix dans la démocratie. Et la démocratie ne vaut que par le pluralisme, parce que beaucoup de partis existent. Et lorsque beaucoup de partis existent, le PDCI note que la démocratie va consacrer la compétition et le conflit. Et ce qui va faire qu'on va vivre dans le conflit et la compétition sans mort, c'est qu'on respecte les lois. Quand on a fixé les règles du jeu, qu'on les respecte. Et si vous avez remarqué, le plaidoyer que nous faisons pour ne plus vivre de crise, c'est le respect de la loi, le respect du droit international, le respect de la loi qu'on s'est donnée, et surtout le respect de la loi fondamentale. C'est tout. Une fois qu'on a fait cela, on peut pratiquer la démocratie sans histoire, sans mort. Voilà la position qui est la nôtre, au-delà de toutes les autres considérations. Ce qui est au cœur des crises, c'est le respect ou le non-respect de la loi. On va revenir en détail sur ces différentes crises. Mais d'abord, cette guerre de succession post-Félix Houphouët-Boigny, c'est un argument qui tient la route, selon vous, qui explique en tout cas ces différentes crises. Monsieur de toutes les façons, il fallait bien qu'il y ait une succession à Houphouët-Boigny, et puis il était décédé de toute façon. Non, je pense que le ministre Niamien vient de toucher du doigt un problème essentiel de la Côte d'Ivoire. Il faudra faire la part des choses entre le temps, les circonstances. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie cela. Houphouët-Boigny, c'est une légitimité historique, née de son combat qu'il a mené, et qui fait que, cette légitimité lui a conféré une certaine autorité qui faisait que, parfois, certaines de ses dérives, on les laissait passer parce que c'était Félix Houphouët-Boigny. Et au moment où il prend le pouvoir, il y a à peine 3 millions d'Ivoiriens. 3 millions d'Ivoiriens. Très peu d'universitaires, très peu d'intellectuels. Donc il construit avec son génie ce qu'il a depuis construire le pays, avec son génie. Mais à partir de 90, les données changent. Nous rentrons dans le jeu pluraliste. Il n'y a plus à revendiquer de légitimité historique. Il y a à respecter la loi. Et malheureusement, c'est le refus du respect de la loi qui est le socle même de la démocratie qui nous a envoyés. Sinon, les conflits entre les partis pluriels, tant que nous sommes en confrontation pour gagner les élections, pour gagner le pouvoir, mais gagner le pouvoir, ce n'est pas un crime. Voilà. Votre avis sur la question, avant qu'on passe... Non, je suis d'avis avec tout ce qui a été dit. Je dois dire que, comme l'a dit le professeur M. Katina, Houphouët-Boigny, avec cette légitimité au regard du fait qu'il a été le père fondateur de la nation, il a bâti la Côte d'Ivoire moderne. Mais je dois dire que le décès d'Houphouët-Boigny n'est pas le point de départ de la crise. Naturellement, comme il a indiqué, Houphouët-Boigny était amené à mourir. Il devait naturellement être succédé. Le fondement des crises qu'il y a eu, mais ça a été déjà dit, c'est le non-respect de nos engagements, les engagements politiques, mais surtout le non-respect de la démocratie. Parce que quand vous faites une élection présidentielle et que quelqu'un a gagné une élection, cette personne-là doit pouvoir, la personne qui appelle l'élection doit pouvoir accepter sa défaite. Les crises sont nées du refus de ceux qui ont perdu le pouvoir, qui n'ont pas gagné des élections et qui s'accrochent au pouvoir. Je prends la crise de 2000. On va venir en détail. Je vais les prendre une à une. Non, je veux qu'on vienne en détail parce que j'aurai des questions précises sur toutes ces crises. Mais d'abord, je vais laisser Madame Dédi Tapé nous donner son avant-propos sur cette question. Je voudrais vraiment, avant tout propos, dire merci au nom du Front populaire ivoirien pour l'ouverture que vous nous faites de participer à ce débat. La RTI étant une institution étatique, elle s'ouvre aux partis politiques de divers horizons, enfin de diverses obédiences. C'est une très bonne chose parce que, comme votre slogan le dit, la RTI doit rassembler les Ivoiriens et nous souhaitons que vous continuiez dans ce sens-là. Vous avez dit qu'il y a une guerre de succession. S'il y a guerre de succession, c'est que peut-être que la succession a été mal préparée. Elle n'a pas été, il n'y a pas eu d'anticipation pour voir que le jour où je ne suis pas là, voilà comment les choses devraient se passer. Si on n'a pas parlé de succession du vivant de celui qui était là,
il est tout à fait normal qu'après l'ouverture des partis politiques, chacun se batte et qu'il y ait des guerres, que chacun se positionne dans l'arène politique. Excusez-moi, on nous avait dit qu'il y avait un dauphin, si mes souvenirs sont bons, que le président Houphouët avait préparé, avait son dauphin tout désigné. C'est la Constitution qui prévoyait le dauphinat. Voilà. C'était constitutionnel. Voilà. L'article 11, si mes souvenirs sont bons, exactement, prévoyait qu'après le décès du président en exercice, la présidence était assurée par le président de l'Assemblée nationale, qui à l'époque était le président Henri Konan Bédié. Donc c'était justement, ça pose le problème du respect des textes. Si c'est consacré que dans la Constitution, que le dauphin, c'est le président de l'Assemblée nationale, il aurait fallu respecter cette disposition-là. Mais c'est ce qui a été fait. Parce Oui, que mais c'est pas aussi... fondateur. C'était pas systématique. Madame, Monsieur Niamien veut préciser quelque chose. Allez-y. Pas systématique. nous sommes tous ivoiriens et nous avons suivi la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët, en mourant, nous a laissé un héritage, la démocratie pluraliste. Le président Houphouët ne nous a pas laissé le parti unique. Il est parti en nous laissant plusieurs partis. Et en nous laissant une constitution dont l'article 11 disait que le jour où il plaisait à Dieu de le rappeler à lui, le président de l'Assemblée nationale devenait automatiquement président de la République. Mais il s'est trouvé des Ivoiriens dans ce pays pour s'opposer à l'application de l'article 11. Et c'est à partir de cet instant que l'expérience de deux gouvernements dans un même pays a commencé à se vivre. Parce que le président Henri Konan Bédié devient président le 11 et le 7 décembre, mais il a fallu attendre le 15 pour former le gouvernement. Parce qu'il y avait certains qui ne voulaient pas qu'on applique l'article 11. Encore une fois, la phobie de la loi. Ça nous a installés dans une zone de turbulence. Donc quand le président Houphouët meurt, le fait qu'on ne veuille pas que la loi s'applique nous installe dans une zone de turbulence qui nous préparait à tout ce qui va arriver après. C'est de ça qu'on parle. Donc il ne faut pas perdre de vue que le président Houphouët, en partant, nous a laissé la démocratie pluraliste. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et la démocratie pluraliste a pour fondement le respect de la loi. C'est de ça qu'on parle. Donc là, on vient de parler de ce qui s'appelle la conquête du pouvoir, qui est source de tensions légitimes. Voilà. Mais j'aimerais qu'on s'attarde aussi sur un autre aspect, puisque ces confrontations politiques ont aussi entraîné des affrontements ethniques. Et on dit du vote en Afrique qu'il est tribal, régional et ethnique. Comment déjà cette donnée, on va dire socio-culturelle, est prise en compte dans vos partis respectifs ? Est-ce un avantage, un inconvénient ? Vos partis sont hétérogènes ? Non, moi, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, excusez-moi, madame, oui. Ça, c'est un cliché qu'on nous vend. Pour quelle raison ? Pour la raison évidente qu'en 1990, quand le multipartisme commençait, un monsieur qui s'appelle Laurent Gbagbo avait presque tous ses supporters dans le pays entier ici. Donc, le fait qu'on veuille nous dire que parce que nous sommes plusieurs ethnies, en pratiquant la démocratie, nous sommes condamnés à faire la guerre, c'est faux. Sur ce plateau, on vous dit que c'est faux en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est votre avis. C'est votre avis. Peut-être qu'il n'est pas partagé par les autres. La donnée ethnique n'a pas d'importance. Il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte, à mon avis. Allez-y. Les questions communautaires, ça existe dans tous les pays. Oui. Celui qui régule, c'est l'État. Vous arrivez les Basques, le problème basque, en Espagne comme en France, la Corse, la question fondamentale, c'est la puissance de l'État. Oui. Or, l'État renvoie à quelque chose, le respect de la loi. C'est tout simple que ça. Et ça, je suis fondamentalement, effectivement, mais il ne faut pas aussi que, là, sur ce plan, je voudrais remettre un peu de réserve à ce qu'a dit mon aîné, mais il ne faut pas qu'on se méprenne. Que dans ce pays-là, effectivement, il y a eu des documents à relance fortement tribalistes la première fois. Moi, je vous dis, j'ai été choqué. J'étais jeune, le cadre venait de finir. J'ai été choqué par la Charte du Nord. Je suis du Nord, j'ai été choqué. Et je me rappelle très bien que j'avais eu des démêlés avec certains de mes aînés
qui, avant la mort, ont reconnu que j'avais vu juste. Parce qu'en 91, j'ai dit ceci. Parce qu'en 91, quand même, le président Houphouët-Boigny vivait. Et la Charte du Nord est née au moment où il était encore vivant. Donc, c'est une réalité que des personnes se sont levées. Et ça, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, que la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à avoir du tournis pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que je savais que ça allait se finir comme ça se passe. Mais on reproche aussi souvent aux partis politiques d'instrumentaliser cette donnée justement ethnique, régionale, tribale. Qu'en pensez-vous, Monsieur Maïzan? Je pense qu'effectivement, en ce qui concerne le RHDP, M. Katina l'a dit, les questions tribales, les questions ethniques, c'est partout dans le monde. Mais la régulation de l'action... Ça ne cause pas des morts partout dans le monde actuellement. Non, mais dans le cadre des élections actuelles... Ça ne cause même pas de morts en Côte d'Ivoire. Vous donnez l'exemple de la France, la Corse. Bon, actuellement, lors des dernières élections présidentielles, il n'y a pas eu des morts pour ces questions. Pas les questions conflictuelles communautaires à des questions d'élection. Oui, c'est des questions de cohésion sociale, c'est tout. Alors justement, je veux dire qu'aujourd'hui, nous, notre parti, le RHDP, a un brassage national. Il est hétérogène. Bien sûr. Autant dans la base des militants que partout. Chez les cadres. Partout. En Côte d'Ivoire, on a des représentations. En réalité, c'est quoi le fondement d'un parti politique? C'est ce qu'un parti politique vend quelque chose à un projet. Et ce qui milite en faveur d'un parti politique, c'est le projet qu'il vend. Et c'est ce qui fait en sorte que des citoyens se mobilisent autour du projet. Et ce n'est pas une appartenance ethnique, régionale, mais pas du tout. Professionnelle? Moi, je suis Maïzan Kofi Noël, je suis du Bondoukou. Le président de mon parti, il est du Nord, mais je soutiens Alassane Ouattara pour ce qu'il représente, pour la vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Par idéologie, parce que ça n'a rien à voir avec mon appartenance ethnique. Parce que c'est ce qu'il est dit, que la dimension ethnique est mise en avant au détriment de l'idéologie politique. Non, ce n'est pas vrai, madame. Excusez-moi du peu, mais ce sont des clichés qu'on nous vend. À supposer même que tous les partis en Côte d'Ivoire soient des creusets de rassemblement de toutes les ethnies possibles. Qu'il y ait dans chaque famille un militant du parti au pouvoir, un militant du PPACI, du PDCI, du FPI, à supposer qu'il en soit ainsi. Mais la compétition demeure à partir du moment où nous avons choisi la démocratie. Et l'une des faces de la démocratie, c'est l'alternance. Ça veut dire que dès qu'une élection est terminée, une autre se prépare. Ça veut dire qu'on est en perpétuelle compétition. Mais ce que nous sommes en train de dire, si toutes les familles ont en leur sein toutes les formations politiques et que les règles du jeu ne sont pas respectées, vous allez apprendre que ces mêmes familles-là sont en train de voler en éclats. C'est de ça qu'on parle. Même la crise de 2010, vous avez dit un certain nombre de choses. Mais excusez-moi, madame, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, on va en parler. Allons-y maintenant directement sur ces crises qui semblent s'inscrire dans une série de cycles décennaux, hein, parce qu'on a parlé d'octobre 2000. C'est les mêmes causes. Oui, mais on va y aller. Je rappelle aux gens les chiffres. La loi. Je rappelle aux gens les chiffres dramatiques. Hein. Oui. En octobre 2000, 303 morts officiellement. Oui. En 2010, 3000 morts officiellement. Et enfin, en novembre 2020, 85 morts. Mais vous oubliez ce qui a généré octobre 2010. Hein. Fait qu'il s'est trouvé en Côte d'Ivoire ici des gens fatigués de vivre en paix qui ont fait un coup d'État le 24 décembre 1999. Vous voyez, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. On se lève un matin, à 10 mois d'une élection présidentielle, on fait un coup d'État. Intrusion de la force dans le débat politique, c'est-à-dire refus de respecter la loi. Et puis, tant bien que mal, on s'en sort. Et un matin du 19 septembre 2002, il se trouve encore des Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire qui prennent des armes et qui estiment que attendre qu'il y ait des élections, on attend trop, il faut prendre un raccourci. Encore une fois, refus de respecter la loi. Et de 2002, d'accord en accord, on arrive à 2010. On organise les élections. Les Ivoiriens ont fini de voter, on était tranquille à la maison. C'est au moment de la proclamation des résultats que nous allons assister au dysfonctionnement des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil, la CEI d'un côté, le Conseil constitutionnel de l'autre, l'armée de l'autre,
Et puis nous sommes pris en otage. Donc encore une fois, madame, c'est le dysfonctionnement, c'est le non-respect de ce qu'on s'est donné comme principe qui nous a entraînés dans la crise de 2010. Alors, mais qui est à l'origine de ces... On va parler de 2010. Je viens de vous dire que ce sont non, ce sont vos explications, mais maintenant, laissons la parole aux autres. Moi, je reviens à la question que vous avez posée initialement. Oui. Est-ce que le brassage ethnique est une réalité au sein des partis politiques? Oui. Nous, au Front populaire ivoirien, on n'a aucun problème à ce niveau-là. Parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur ce plateau, professeur Ignamien, le bastion du FPI, dès sa création, ce n'était pas à Mama, ce n'était pas à Gagnoa. Les premiers élus qu'on a eus n'étaient pas tous rien que des BT, alors que celui qui présidait le FPI est un BT. Nos premiers élus sont venus de l'Est, de l'Agnébi, les 3 ans, c'est ça. À Bouville, à Zopé, on a eu des élus là. Okay, c'était hétérogène à cette époque. Et au sein de notre parti, nous n'avons pas ce problème-là de cohésion ethnique. Mais il faut le dire net, la population africaine et ivoirienne, les gens se reconnaissent en des leaders qui sont de chez eux. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas l'occulter. Les présidents des partis politiques ne recrutent pas que les militants qui sont de leur bord ethnique, mais les gens, par déficit démocratique, ils ne regardent pas les programmes que proposent les candidats. Ils sont dans les partis parce que c'est quelqu'un de chez eux. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Merci de préciser. Revenons sur la crise de 2010, puisque M. Niamien en tout cas, entamé la discussion à ce sujet. C'est l'annonce, vous l'avez dit, des résultats qui a été la source des tensions. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont annoncé être vainqueurs de cette élection. Monsieur Koné Katina, avec le recul, est-ce que la conquête du pouvoir justifiait ce drame national dont les conséquences sont encore perceptibles? Bon, alors, encore, il faut quand même corriger cet homme des choses. La conquête du pouvoir est un droit pour les partis politiques. Tout à fait. C'est la finalité des partis politiques. Et je voudrais vous dire ceci, parce que, voyez-vous, très souvent, on fait de l'extrapolation sur un certain nombre de faits, et parfois qu'on nous vend et nous achetons avec beaucoup les bras ouverts, alors c'est pas juste. Je vais vous lire ce que les juges de la CPI, parce que finalement, aujourd'hui, l'élément fondamental qui est de référence, qui nous permet de juger la crise ivoirienne avec d'autres regards, c'est la décision de la CPI. Ah non, j'en arrive. Elle ne parle pas des résultats d'élection. Ah si. Ah non, madame, justement. Elle parle des crimes qui ont été imputés à tort, visiblement, à l'ex-chef de l'État. Je vais vous lire. La CPI nous donne les résultats de l'élection 2010. Non. C'est que la CPI dit exactement. Que la crise en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème d'élection, c'est plutôt un problème de quelqu'un, de 2 personnes qui essayaient de se dominer, je prends les choses, et finalement, un a détruit l'autre par les armes. C'est tout simple que ça. C'est le jugement de la CPI. Et aujourd'hui, c'est le seul jugement c'est le seul regard qui est neutre sur cette question-là. Donc, je voulais vous dire ceci. Effectivement, la conquête du pouvoir, c'est un droit. Mais comment on y arrive, c'est là qu'il y a le gros problème. Et c'est de cela qui est le gros problème. Et c'est là la question du respect des textes. Un texte, on peut ne pas être d'accord avec un texte, mais on l'applique. Et ça, c'est le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs, au décès de Houphouët-Boigny, quand le problème s'est posé et que un camp, le Premier ministre, moi, il ne faut pas qu'on se les cache, le Premier ministre, Alassane Ouattara, qui était entre-temps Premier ministre, qui est aujourd'hui chef de l'État, ben, il avait une interprétation, il voulait se donner une interprétation de la Constitution. Mais les choses ont été claires. Le président Gbagbo a dit non, moi je n'y vais pas là-bas. C'est vrai que j'ai combattu ce texte, mais au moins appliquons-le. Si nous arrivons à faire cela, nous allons avancer. Donc, pour qu'on comprenne bien, parce que dans ces récentes sorties, vous allez parler, M. Maïzan, dans ces récentes sorties, le président Gbagbo avait l'air de dire encore une fois qu'il pense être le vainqueur de cette élection. Donc, il est vainqueur de cette élection. Nous, il ne le pensait pas.
Et c'est ce que les juges ont dit. Je vais vous lire ce que les juges ont dit sur cet aspect. C'est très important, madame. Alors, cherchez vos notes. Monsieur Maïsan, vous allez répondre. Qu'est-ce que vous répondez au propos de monsieur Katina? Je dois dire que nous sommes contemporains de ce qui s'est passé en 2010. Oui. J'ai vu que M. Niamey a essayé de faire une esquisse de ce qui a été fait, mais on a vécu les faits en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections présidentielles en opposant au second tour le président Ouattara au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a perdu les élections, a refusé de reconnaître sa défaite. Visiblement, cette question n'est pas réglée dans l'esprit des uns et des autres. C'est la palisse. Ah non, mais c'est pas la palisse. Alors, attendez, laissez monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Koné Katina, laissez monsieur... Non, il vous a pas coupé. Attendez. Non, ce n'est pas la caricature, bon, je conviens. Messieurs, il ne vous a pas coupé. Laissez-lui la parole, s'il vous plaît. Je pense que allez au bout de votre raisonnement. Le plateau... Laissez-le aller au bout de son raisonnement, s'il vous plaît. J'ai manqué de te le dire, mais le plateau est déséquilibré. Pourquoi? Parce que le professeur Niamien et ils sont LMP à l'époque de 2010, ils étaient ensemble. Voilà. Donc, je vais dire que vous avez invité deux personnes qui sont de la même vision politique. Bon. Donc, je reviens pour dire... Bon, actuellement, je les ai invités par rapport à leur titre actuel. Je reviens pour dire qu'en 2010, il y a eu des élections qui ont été certifiées parce que le certificateur qui est venu n'est pas venu de lui-même. C'est un ensemble de tests qui ont été pris par le président Laurent Gbagbo qui a accepté que le certificateur arrive. Le certificateur a donné a dit que le vainqueur de cette élection, c'est le président Ouattara. C'est le refus. L'origine de la crise, je vous l'ai dit, c'est le refus du président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir qui a engendré. Alors, je lui réponds. Alors, répondez-lui, monsieur Katina. Voyez-vous, je suis venu ici parce que moi, les caricatures, les débats comme ça, je suis mal à l'aise avec. Bien sûr. Parce que là, on se retrouverait à la rue d'Adjamé et puis on en parlerait. Mais ici, on est devant les Ivoiriens. Et je vous ai dit, notre crise, devant les Ivoiriens et le monde. Notre crise, nous l'avons transportée devant des juges à l'international. Voici ce que les juges disent par rapport à l'eau. Laurent Gbagbo n'était pas prêt à céder la CPI n'intervient pas. Oui, dans les résultats, c'est ce que je lui ai dit. Écoutons ses propos et on va poursuivre, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres crises. Ouattara, après que les résultats du second tour de l'élection présidentielle n'aient pas été déclarés selon la procédure habituelle. Point 1901 de la décision de la CPI. Je vous l'ai dit pourquoi. Comme dit la CPI... Quelle est la procédure qui n'a pas été respectée? C'est vous qui l'avez... Quelle est la procédure qui n'a pas été respectée? On ne va pas refaire le procès de la CPI ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas procureur. Ce n'est pas un tribunal. Je crois qu'il faut qu'on comprenne le règlement. Non, comprenons. Madame, je voulais préciser rapidement tout ce point pour fermer. Je voulais que le reste très simple. Oui. Il est partisan, je suis partisan. Tout à fait. Dans un tel débat, on ne peut pas... Le seul élément qui peut nous séparer, c'est le regard d'une autre personne. C'est pourquoi je suis venu avec la décision de la justice. Monsieur Panyamia, mais l'œil partisan, l'œil neutre qui a existé, parce qu'il y a eu un œil neutre. Le certificateur de ces élections a été un œil neutre. Alors là, les juges vont en parler plus loin. Non, attendez. Non, Monsieur Katina, vous n'allez pas nous lire toutes les décisions de la CPI. Monsieur Katina, vous n'allez pas nous lire toutes les décisions de la CPI. Non, je ne lis pas. Mais tout mon débat va tourner autour de ça. On a compris. Je n'ai pas envie de sortir d'ici avec l'image qu'on a de la Côte d'Ivoire, alors que nous sommes allés quelque part, nous avons demandé des regards de venir voir ce qui s'est passé. Ils ont donné une décision. Non, c'est pas vous qui avez sollicité la CPI. Ce n'est qu'une décision. Monsieur, s'il vous plaît. Nous avions ici la personne neutre, l'institution neutre qui a supervisé ces élections à notre demande. On a compris. À notre demande, c'était le certificateur. On a compris, monsieur Katina, s'il vous plaît, il faut que je partage, il faut que je distribue la parole. La CPI ne va pas remettre en cause. Monsieur Katina, s'il vous plaît, monsieur Koné Katina, il faudrait que je distribue la parole. On ne va pas refaire l'élection, excusez-moi, il faut qu'on avance dans le conducteur. Je veux qu'on aille à la dernière élection, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2020. Oui, la Côte d'Ivoire est déjà grande. Messieurs, revenons sur la dernière élection, voilà, de 2020, s'il vous plaît. Et laissons 2010, on voit bien que vos positions sont irréconciliables sur cette question. On est là pour se reconnaître. En 2020, on a vu le PDCI, le FPI qui ont créé CNT, le Conseil national de transition. Et vous avez appelé les populations à la désobéissance civile. Pouvez-vous nous expliquer votre prise de position à ce moment-là? Madame, encore une fois, la Côte d'Ivoire n'était pas à son premier CNT. Le 1er décembre 1993.
un groupe d'Ivoiriens bien pensants, personnalités de ce pays, refusant l'application de l'article 11, se sont réunis et ont proposé la création d'un CNT. Donc ça justifie votre... J'arrive, je m'explique. D'accord. C'était un moyen de pression pour que les partisans de l'application de l'article 11 acceptent d'aller à une table de négociation et qu'on trouve un compromis. Quand on arrive aux élections passées, l'article 55 de la Constitution dit bien qui peut être candidat. Mais le 6 août 2020, cet article est purement et simplement ignoré. Le parti au pouvoir annonce qu'il y a un cas de force majeure. Et donc, la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, devient comme une voiture sans frein. Parce qu'on a violé la Constitution. Et le président Henri Konan Bédié, apôtre de la paix, partisan de la paix, imagine un instrument de pression pacifique, désobéissance civile, assorti de propositions de création de CNT. Pacifique, mais il a causé quand même 85 morts. Hein. Mais attendez, madame, ce n'était pas la première fois que la désobéissance civile entraînait des morts. Hein. En 2020, il y a eu la désobéissance civile. C'est de ça dont on parle. Ah non, attendez, il y a eu la TCI ici, c'était un acte de désobéissance civile. Dans les 2010. En 2010, je voulais le gouvernement du Golfe, c'était... Alors, attendez, vous avez... Donc, c'est votre le président, vision. en créant le CNT, je pense qu'il faut voulait inviter tout simplement le pouvoir à la table de négociation. Alors, juste... laisser la latitude d'intervenir aussi. Voilà. Oui, c'est ce que je veux faire. Je voulais demander, puisque vous faisiez partie, en tout cas votre président de parti, de ce CNT, ce sont pour les mêmes raisons? Je voudrais d'abord dire qu'on ne peut pas nier la paternité de cette décision-là. Mais il faut savoir pourquoi cette décision. Qu'est-ce qui a justifié cette décision? Il n'y a pas eu, il a dit, le non-respect de la Constitution, mais le fait même, le refus même de négociation. Parce que quand il y a un début de crise, que vous êtes celui qui incarne le pouvoir, vous écoutez ceux qui sont les opposants. Vous nous dites que vous avez tenté d'approcher le président de la République à ce moment-là? Oui, avant de prendre ces décisions, il y a eu des échanges, des dialogues? Mais le dialogue n'a jamais été interrompu. Alors, parce que les cadres de concertation... Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils disent? Parce qu'en effet, le chef de l'État avait annoncé... J'ai l'impression que je suis dans une autre sphère, que je suis dans une autre Côte d'Ivoire. Non, alors, vous allez nous donner votre point de vue. On nous ramène... Donne la Côte d'Ivoire. Non, mais non, je suis surpris. Quand on nous ramène encore sur des débats constitutionnels, mais aucune constitution n'a été violée. Waouh. Non, alors au-delà de la Constitution, le chef de l'État avait annoncé publiquement à la nation qu'il ne serait pas candidat. Mais il n'a pas dit que la loi l'empêchait d'être candidat. Non, il a dit c'est de son propre gré, c'est de son propre chef qu'il a décidé de ne pas être candidat. Voilà, personne ne doute de sa sincérité. Il n'a pas non plus dit que la Constitution m'interdit d'être candidat. Personne ne doute de sa sincérité à ce moment-là. C'est de son propre chef. Mais quand il change d'avis, est-ce que le parti a conscience de l'impact d'une telle décision? Quand il change d'avis, on ne doute pas de sa sincérité quand il annonçait publiquement qu'il ne serait pas candidat. Et effectivement, Feu Amadou Koulibaly, Premier ministre, est certainement candidat de votre parti, est décédé entre-temps. Mais madame, vous pensez qu'il revient aux Ivoiriens de choisir le candidat du RHDP? C'est aux militants et aux cadres du RHDP de savoir, après la mort d'Amadou Gon, qui est à même de nous amener à gagner. Donc, ce n'est pas aux Ivoiriens, c'est aux cadres du RHDP, c'est aux militants du RHDP. C'est donc les militants du RHDP qui ont demandé au président Ouattara d'être candidat, en connaissance de cause, parce que la Constitution lui permettait d'être candidat. Donc il n'a pas dit, il a dit de son propre chef qu'il ne voudrait pas être candidat, qu'il voudrait passer la main à une autre génération. Il y a eu un cas de force majeure, notre candidat est mort à 3 mois des élections, le parti s'est réuni, les instances se sont retrouvées, on a décidé que le président, au regard de la Constitution, parce que la Constitution lui permet d'être candidat, de se présenter. Voilà ce qui a été fait. J'aimerais vraiment... Après, on passe à la réconciliation. Quand même au niveau du débat. Oui. Parce que il y a des choses ahurissantes qui sont dites ici. Et je suis un peu gêné. Oui. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes tous des animateurs de partis d'un certain niveau. Nous sommes même appelés à occuper certaines fonctions. Mais il faut que notre position reflète notre espérance, du moins ce que nous croyons être. Non, moi, j'ai un problème parce que si on veut être élégant,
si on veut être... parce que je pense que le débat qu'on a amorcé... Non, mais parce que je sens, et ça fait la deuxième fois que ce mot-là revient. Alors laissez-le finir, je me permettrai... On a besoin d'avoir une courtoisie mutuelle. Non, et ça, je le demande. Par rapport à vous, je le dis justement. Voilà, je souhaite qu'on ait une courtoisie mutuelle parce qu'on est des intellectuels. On le souhaite tous. Je souhaite que les propos soient mesurés, parce que le sujet qu'on évoque, c'est un sujet de réconciliation. Je ne souhaite pas qu'on manque de respect à quelqu'un qui est sur le plateau. Je le souhaite vivement. Monsieur Mazan, dans mes propos, je ne sais pas à quel niveau je vous manquerai de respect. Quand je vous dis d'élever le débat, peut-être cela me concerne moi aussi. Non, le débat, il est déjà... Pourquoi vous vous sentez visé? Non, pas du tout. Je ne me sens pas visé. Je vous demande d'être courtois. Exprimez-vous qu'on passe... Je vous ai juste demandé d'être courtois. Il y a des choses qui sont ahurissantes qui sont dites ici. Tu vois, quand on dit il n'appartient pas à la Côte d'Ivoire de choisir le candidat RHDP, mais nous, nous regardons la Constitution. Bien sûr. Nous regardons la Constitution. Voyez-vous, le jour que nous allons apprendre à respecter nos textes, parce que ça, c'est le juriste qui parle. Si nous allons apprendre à respecter nos textes, nous aurons fait vraiment une avancée énorme. Je ne veux même pas aller dans les déclarations du ministre Sansan Kambiré devant les députés quand on l'a interrogé sur la question. Il a ouvertement dit que constitutionnellement, ce n'était pas possible que M. Ouattara soit encore candidat. Il ne l'a jamais dit. Moi, je suis député. Je vous le fais sortir. Il ne l'a jamais dit. Je vous fais sortir. Alors, M. Katina, vous étiez pas présent. Je vais plus loin. Voilà, il ne l'a jamais dit. Plus loin. Je vais plus loin. Il a dit non, vraiment. Vous voulez... Il a même dit, vous voulez que je vous donne les pièces, les éléments qui peuvent vous permettre de dire que Ouattara ne pourra pas être candidat. Il a voulu donner. Il ne l'a jamais dit. Attendez, monsieur. C'est des raisonnements erronés. Monsieur, j'avoue. Vous polarisez le débat. On est là pour parler de réconciliation, mais il était important de revenir sur ces points de discorde et visiblement, on ne peut pas avancer si on nous mentons au peuple. Non, on ne ment pas. Non, attendez. Rénier ce qu'on a dit hier publiquement, parce qu'on est dans un plateau. Je reviens. Attendez, on ne peut pas le vérifier immédiatement. Donc là, je laisse la responsabilité à chacun de ses propos. Allez-y, madame. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Nous, au FPI, on a combattu cette constitution. Nous avons marché sous la pluie pour dire que cette constitution-là, elle risque de donner la possibilité au président de faire un troisième mandat. Nous n'étions pas d'accord. Et on ne l'a pas voté. Donc, on ne peut pas dire ici que tout le monde était d'accord, que la Constitution était consensuelle et que non. Mais c'est la loi de la majorité. Non, c'est pas... la démocratie... La Constitution a été votée, elle s'applique à tout le monde. Non, attendez. C'est la loi de la majorité. C'est ça aussi la démocratie. Oui, d'accord, la loi de la majorité, d'accord, mais il ne faut pas occulter le fait que quand on a posé les problèmes, ceux qui se sont dit experts en la matière nous ont rassurés. Vous voulez dire quoi, les constitutionnalistes? Voilà. C'est devant tout le monde, c'est d'actualité, c'est contemporain, qu'ils disent que cette constitution-là ne permet pas au président de briguer. D'accord, mais excusez-moi ma question. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Il y a un seul juge. Attendez, s'il vous plaît. Si chacun prend la parole... Voilà, quand il le souhaite, on ne va pas s'en sortir. Il faut que ce soit intelligible et audible pour nos téléspectateurs. Oui. Vous nous dites que vous contestez ce mandat actuel du chef de l'État, mais in fine, en acceptant d'être reçu par le président de la République, Pascal Afeni-N'Guessan, a été reçu par qui? Le chef de l'État. Oui. Monsieur Bédié, le président du PDCI, a accepté une rencontre avec Alassane Ouattara en tant que chef de l'État. Monsieur Laurent Gbagbo, depuis son retour au pays, est parti au palais présidentiel et lui-même nous a dit, et il s'est désolidarisé du CNT avant même, et lui-même nous a dit qu'il rencontre le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Donc on s'est dit, tout ça pour ça. Ah non. Voyez-vous, Madame Diégé, il ne faut pas faire ce raccourci. Justement. Je vais vous dire une chose. Avant que vous le avant que vous laissez, je voulais dire que Guy Robert, il a fait un coup d'État ici, mais il a reçu les partis politiques. Exactement. Mais enfin, ça ne fait absolument rien dire, madame. Il a fait un coup d'État, mais il a reçu. Mais ce que vous refusez hier, vous l'avez bien accepté aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est clos. Madame, personne ne remet en conteste. Voilà, personne ne conteste. Personne ne conteste le pouvoir du président. Mais ce que nous sommes en train de vous dire, il faut le retenir. Lorsque un pouvoir agit
et que quelques citoyens estiment que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, la loi leur permet de s'exprimer. On peut marcher. Il y en a même qui ont fait la rébellion pour ça. Ils ont pris des fusils. On ne les a pas tués. On a même nommé le chef de la rébellion Premier ministre au nom de la réconciliation. Mais on pouvait dire que c'était la loi de la majorité. Hein? Et on est parti de sommet en sommet au nom de la réconciliation pour que le chef de l'État d'alors applique l'article 48 de la Constitution, article qu'on n'applique pas comme ça, pour pouvoir permettre des élections et qu'il y ait la paix. Donc, la démocratie n'est pas seulement la dictature de la majorité, c'est la recherche du compromis qui est fondée sur le respect des textes. Et on l'a pratiqué en Côte d'Ivoire ici. Quand il y a eu la rébellion, il y a eu le compromis à Marcoussis, à Accra, à Pretoria. Mais on pouvait dire, comme le pouvoir du président en exercice est là et qu'il a été élu démocratiquement, emprisonnons ceux qui ont pris les armes, mettons-les en prison. Mais moi-même qui suis là, j'ai fait passation de charges avec des ministres issus de la rébellion au nom de la réconciliation nationale. Donc, ce n'est pas la dictature de la majorité. Je pense que je n'ai pas été bien... Allez-y. Ce n'est pas la dictature, c'est le Quand je parle de la majorité, Allez-y, mais quel est le processus par lequel on adopte une constitution? Soit on fait un référendum, le peuple va adopter, soit la constitution permet que la révision se fait comme ce qui a été fait. Mais à partir du moment où la loi a été votée par les mécanismes qui ont été édictés, mais je considère que c'est la loi de la majorité. À partir du moment où la constitution a été votée, elle s'applique à tout le monde. Mais sur la question du CNT, mais M. Afi tout dernièrement a eu des regrets. C'était un push qui était en préparation. Non. Il faut appeler les choses par leur nom. Madame. Que répondez-vous à ces accusations? Non, on ne peut pas dire... Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Quand il y a un problème, qu'une frange de la population pose le problème, il faut écouter. Le pouvoir l'écoute. Il faut écouter et s'asseoir pour ne pas en arriver là. Voilà. Mais il y a, Alors, j'aimerais qu'on avance dans le débat, monsieur. Le cadre permanent de rencontre que le Premier ministre a initié. N'était pas un cadre de rencontre. On va avancer, s'il vous plaît, dans le débat. Parce que... Je n'ai pas pris de position sur la question, je n'avais fait qu'une mise au point. Je voulais dire sur la question des rencontres. Et c'est à ce niveau qu'il faut saluer le président Bédié et le président Gbagbo. C'est là qu'il faut les saluer. C'est à ce niveau-là, justement, dont on a besoin que des chefs à la hauteur, qui puissent comprendre la nécessité qu'à un moment donné, malgré les frictions, il faut qu'on arrive à un moment donné qu'on se parle. Mais vous félicitez pas le président Ouattara de les avoir reçus dans un esprit aussi de... Devoir en tant que chef de l'État, s'il vous plaît, la première responsabilité de l'appel, elle incombe au président, elle incombe au chef. Donc il a fait un geste dans ce sens-là, oui, en les recevant. Des pieds, bon, enfin, que nous y soyons. Alors attendez, on parle de réconciliation, on va y aller s'il vous plaît, puisque je vois que vous avez des positions divergentes sur le passé, et ça interroge, on y reviendra à la fin de l'émission. Comment les acteurs politiques, donc économiques, religieux et culturels, conçoivent la réconciliation nationale? Élément de réponse au micro de Sidi Ouattara. Surgissent immanquablement au lendemain des guerres. Comment transmettre non pas le poids d'un passé tragique, mais l'énergie de le dépasser? Comment déceler parmi les débris du passé et démobiliser les esprits pour une réconciliation vraie? Acteurs, opérateurs économiques, guides religieux et politiciens donnent leur avis. Il faut vivre ensemble dans l'harmonie, la paix pour avoir la réconciliation. Et les partis politiques sont obligés de s'entendre pour réconcilier les Ivoiriens. L'affaire de la réconciliation, c'est l'affaire de tout le monde. C'est le ministère de tout le monde. Concernant la réconciliation nationale, si les partis politiques s'entendent, ils peuvent se réconcilier. De un, les acteurs des partis politiques sont des Ivoiriens. Et il est important de se mettre ensemble parce que la réconciliation, c'est de remettre ensemble ce qui est divisé. Or, dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'avoir le même point de vue commun. Il s'agit d'aller à l'essentiel pour la réconciliation et la cohésion pour notre pays. Pour moi, la réconciliation nationale, elle est importante parce qu'elle permet à la Côte d'Ivoire d'avoir un bond qualitatif au niveau de tous les domaines. La réconciliation nationale doit être l'affaire de tous.
et des partis politiques en particulier, parce que les partis politiques, pour mener leurs activités, pour avoir l'occasion, l'opportunité de présenter leurs projets aux concitoyens, pour que les concitoyens puissent apprécier le programme des uns et des autres, eh bien, les partis politiques ont besoin d'un environnement paisible. C'est dans un environnement paisible que la politique peut se faire de manière la plus élégante possible. Donc, nous trouvons que le chantier de la réconciliation doit enregistrer la participation des partis politiques, évidemment avec toutes les autres composantes de notre société civile, les syndicats, la chefferie traditionnelle, les femmes, les jeunes, tous nous devons y aller, mais les partis ont besoin d'y être parce que justement, toutes les difficultés que nous avons traversées, y compris la guerre civile, eh bien, les partis ne sont pas innocents dans notre passé, surtout la partie de notre passé que nous détestons tous, que nous n'avons jamais voulu connaître au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que l'UDPCI a toujours dit oui à la réconciliation. Nous sommes un parti de bon ton, nous sommes un parti du juste milieu, du consensus. Nous voulons que les Ivoiriens vivent en frères et sœurs. C'est ce que nous avons décidé d'être et nous devons agir pour que, à travers ce chantier de la réconciliation, nous parvenions donc à créer les conditions les meilleures de notre vivre ensemble. Le messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend dans un de ses propos, le hadith, en disant que vous ne rentrerez jamais dans le paradis sans avoir la foi. Et vous n'aurez jamais aussi la foi sans que vous ne vous aimiez. Mais vous ne pourrez jamais aussi vous aimer sans créer l'atmosphère de la paix, de la convivialité et de l'amour entre vous. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse penser et aussi ensemble décortiquer et réfléchir à ce propos du messager de l'islam en disant que en créant une situation d'harmonie et de paix entre nous, c'est ce qui va faire que nous allons avoir la paix intérieure, la paix morale, la paix environnementale. Dans ce contexte, notre pays a besoin d'une réconciliation. Mais cette réconciliation doit être une réconciliation vraie d'abord, au niveau du mental de chacun, et à travers notre foi et notre sincérité. Et comme un pays est régi également par des lois, je vais parler des hommes politiques. Et à vrai dire, si les hommes politiques partent à la réconciliation avec sincérité, avec foi, avec paix et amour entre eux, cela va être un catalyseur pour toute la communauté, pour toute la population et la nation, afin d'aller dans le même chemin. La réconciliation en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, Ivoiriennes, les hommes de bonne volonté vivant en ce pays, nos frères venus du Sahel, d'un peu partout de tous les pays, vivant dans ce pays, veulent et prient de tout leur cœur, de toute leur tribe, de toute leur force, pour qu'il y ait ce temps de réconciliation enfin en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire profonde désire cette réconciliation. La Côte d'Ivoire urbaine désire cette réconciliation. Hommes, jeunes enfants, vieillards désirent cette réconciliation pour l'avènement d'un nouveau temps en Côte d'Ivoire. Et cette réconciliation exige certaines conditions, et ce sont ces conditions-là qui manquent. Pour aller à la réconciliation vraie, à la réconciliation des cœurs, il faut de la sincérité, il faut de la loyauté dans les actes et dans les positions et dans les intérêts. Si nous allons à la réconciliation sans passer par la repentance, je dis bien par la repentance, qui est la reconnaissance de sa faute personnelle et communautaire, si nous y allons sans repentance, si nous y allons sans volonté affichée de demander pardon à celui, à celle ou à ceux et celles qu'on a offensés, il n'y aura jamais de réconciliation.
Alors, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis en place, dès le début de son pouvoir, une commission dialogue, vérité et réconciliation, inspirée du modèle sud-africain, et le renforcement de la coopération avec la Cour pénale internationale, donc la CPI. Monsieur Maïzan Kofi, pourquoi ce choix? D'abord, en ce qui concerne la CDVR, juste après la prise du pouvoir du président Ouattara, la Côte d'Ivoire c'était pas un État avec tous les événements qu'on a pu connaître. Le pays était en lambeaux. Moi, à l'époque, j'étais au ministère de l'Agriculture. Il n'avait pas d'État. Et il fallait faire en sorte qu'on mette en place un dispositif qui puisse réconcilier les Ivoiriens. C'est ce schéma qui a été adopté. Donc, dialogue, comme son nom le dit, il fallait que les Ivoiriens réapprennent à se parler, donc le dialogue. Mais bien sûr, il fallait qu'ils sachent ce qui s'est passé. Donc, cette commission a eu donc la lourde responsabilité de faire le diagnostic de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'origine de cette crise. Naturellement, c'est également projeté pour voir qu'il y a eu des victimes et comment prendre en main les victimes. Donc, a mis en place un dispositif d'identification des victimes. Il y a eu une série de personnes qui ont été interrogées avec les désagréments qu'on a pu bien connaître. En ce qui concerne la CPI, il y a la justice, à cette époque-là, dès l'entame du mandat du président, il y avait le déséquilibre que le pays connaissait. L'État a estimé que la justice n'était pas au mieux de son organisation pour juger le président de la République. Je pense que ça a été une très bonne chose. C'est pour ça que, par exemple, pour Mme Simone Gbagbo, la Côte d'Ivoire a refusé de... non, au moment où... parce qu'on était plus près sur le plan logique. Puisqu'à un moment donné, l'organisation a été mise en place, la justice a repris son droit. Donc, Mme Simone Gbagbo, le président, a estimé que la justice ivoirienne avait, sur la base de toutes les réformes qui ont été entreprises, pouvait aujourd'hui, en ce moment-là, faire des jugements en Côte d'Ivoire. D'où le refus de faire partir la première dame, Simone Gbagbo. Pour revenir sur le rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de feu le Premier ministre Konan Banny, pour quelle raison ce rapport n'a jamais été rendu public? C'est vous qui le dites, la commission. Il est public? Il est disponible où? Puisque moi, j'ai pu l'avoir. Et il est disponible où pour tous les Ivoiriens? En tout cas, moi, j'ai pu m'en procurer. Oui, mais vous, les Ivoiriens. Vous avez eu connaissance de ce rapport? Non, sur ce point, il faut être précis. Comment? Ce rapport n'a jamais été officiel. Donc, à partir du moment où il n'a pas été officiel, il n'est pas public. D'accord. Mais ce rapport n'a jamais été rendu officiel. Le seul rapport qu'on a remis au chef de l'État, c'est le rapport de la CONARIV, qu'il a créé en 2015. Oui. Jamais le rapport. Parce que si le rapport Vérité était sorti, les histoires de 3 000 morts seraient cessées. Parce que ce rapport parle de 17 000 morts. Le rapport de M. Banny? Absolument. Mais vous n'avez pas eu... Attendez, vous l'avez tous lu, ce rapport et... Non, s'il vous plaît. Comment vous avez pu lire un rapport? S'il vous plaît. Et vous dites que le rapport n'est pas disponible. Vous voyez qu'il y a quand même... Ce rapport-là, il n'a jamais été officiellement remis. Mais vous l'avez pourtant lu. Il y a quelqu'un qui circule. Je l'ai lu dedans. Officieusement. Donc c'est pourquoi je vous dis, s'il avait été mis officiellement, et pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait? Parce que ce rapport a été sévèrement critique avec le gouvernement. Du moins avec les forces qui soutenaient le gouvernement. Donc le gouvernement n'avait pas intérêt à ce qu'il sorte. Donc ce que j'ai dit, ce qu'il a lu moi, n'a aucun caractère officiel. Donc vous n'avez pas lu le même rapport, visiblement. Non, mais le rapport que vous avez lu, M. Maïzan, le rapport que vous avez lu, M. Maïzan, faisait état de 17 000 morts, comme nous dit M. Continent. Alors, c'est pas le même rapport, on a lu alors. Voilà, c'est que c'est pas le même rapport. Alors, donc, c'est que le rapport, le rapport, il est disponible. Mais où pour les Ivoiriens là? Bon, j'ai pu le lire. Mais est-il accessible? Est-il accessible? J'ai une copie si vous voulez. Oui. Je peux vous remettre cette copie à disposition. S'il vous plaît, vous l'avez eu à quel titre? Comment vous l'avez eu à quel ministère? Avec un ministère? Attendez. Avec le président de la République? C'était où vous l'avez eu? Parce qu'on est en Côte d'Ivoire, qu'on a une république. Un document, une mission, commission créée par une décision du gouvernement, les rapports ne circulent pas sur le manteau. Non. Mais vous l'avez pourtant lu. Oui, mais je vous dis que même si les livres, c'est une autre. Alors attendez, s'il vous plaît, je vais donner la parole. Madame Dédit. Quand vous l'avez, vous dites que vous l'avez lu et qu'il est sévèrement, qu'il est critique. Vous avez, bon, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, alors attendez, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas été officiel. Poursuivons, Madame Dédit Tapé, vous avez eu connaissance de ce rapport? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'on crée des institutions. On leur injecte des financements, des ressources sur le budget de l'État, le budget national. Et puis, les résultats des travaux de ces institutions-là
ne permettent pas d'atteindre l'objectif pour lequel elles ont été mises en place. C'est quand même assez important à souligner. Quel était l'objectif visé par la mise en place de la CDVR? On me dit là, tout à l'heure, j'entends que les gens ont été dédommagés, les gens ont été... Moi, je n'ai pas été identifié. Pourtant, je suis victime. J'ai fait la prison. 8 mois. Donc, on ne peut pas dire que c'est public et tout, et tout, et tout. On est là pour restituer la vérité. Mais il y a eu des réparations. Il y a eu des réparations, d'accord. De la part de l'État, à l'endroit de certaines victimes. Certaines. Vous dites que toutes les victimes... Est-ce que la réparation se poursuit? Ce que je voulais dire sur le rapport... non, sur la réparation. Non, même sur le rapport avant. Je ne suis pas d'accord avec ce que Mme Didier dit. Mme Didier, non, le rapport, il est officiel. Oh non, s'il vous plaît, non. Attends, laissez-le s'exprimer. Avançons, nous gagnons du temps. Laissez-le. Dans une république. Monsieur Katina. Monsieur Katina. On ne va pas perdre le temps. Monsieur Katina, laissez-le s'exprimer. Les Ivoiriens. Monsieur Katina. Vous n'avez pas l'apanage de la vérité, monsieur. Monsieur Maïzan, monsieur Katina. Vous n'avez pas l'apanage de la vérité. Monsieur Maïzan, monsieur Katina. S'il vous plaît. Monsieur Katina, est-ce que vous. Monsieur Koné Katina. Je ne pas qu'il est officiel, moi non. Moi, je l'ai lu. Monsieur Koné Katina, est-ce que vous pouvez le laisser poursuivre son argumentaire? Vous avez donné votre point de vue. Les Ivoiriens prendront leur décision en écoutant toutes les versions, s'il vous plaît. Je disais que je voudrais revenir sur le contenu du rapport. Non, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas injecté des ressources dans la CDVR sans avoir utilisé les résultats. Le rapport que j'ai lu a fait mention de l'origine de la crise. Et l'un des problèmes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de... L'origine de que le document a identifié, l'un des problèmes fondamentaux, c'était la question foncière. Oui, le rapport a indiqué que l'un des problèmes fondamentaux, c'est la question foncière. Le deuxième problème qui a été identifié, c'est la question de la pauvreté. Et également les acceptations de l'identité. Sur la question foncière, vous avez vu que le président de la République a créé l'AFOR pour adresser la question, pour non seulement amplifier, parce que sur la question foncière, il y a la loi de 98 qui avait été votée par les parlementaires, qui n'avait pas été vulgarisée. L'AFOR, quand elle a été mise en place, elle a mis en place un dispositif pour faire en sorte que la question foncière, qui prend en compte aujourd'hui l'immatriculation des terrains villageois, soit une réalité. Donc on ne peut pas dire que l'État a injecté des ressources dans un document et que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous pouvez répondre au propos de Mme Dédi Tapé qui dit en termes de réparation, est-ce que l'État encore instruit des dossiers actuellement pour comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas été... L'État a fait mieux. Après la CDVR, il y a eu avant la création, il y a eu un programme national de cohésion sociale, le ministre Marietou qui gérait ce programme-là en tant que directeur général. Après ça, il y a eu la CONARIV. La CONARIV a fait un rapport à identifier, a eu le même process, a eu une base de données des victimes. Et ces victimes-là, en tout cas, la majorité ont été indemnisées. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Non, ça aussi... Non, on prend point par point. On prend point par point. Madame dit qu'elle n'a pas été enrôlée. Mais je pense qu'il y a une vaste communication avec la CDVR pour que les victimes aillent se faire enrôler, avec la CONARIV pour que les victimes aillent se faire enrôler. On l'a compris. Messieurs, on ne va pas réagir à chaque propos, puisque... Je ne réagis pas à chaque propos, s'il vous plaît. Vous avez abordé une question, s'il vous plaît. Nous sommes dans une république. Oui. Et la république fonctionne avec des règles. Tout à fait. Et l'émission télé aussi. Oui, non, ce rapport n'a jamais été officiel. On a compris. Le rapport sur lequel ils se sont appuyés, c'est le rapport de la CONARIV, qui a été créé en 2015. Et en 2014, le chef de l'État a fait mettre en place une cagnotte, enfin, un fonds de réparation de 10 milliards. Et ce fonds, tout le monde décrit la non-transparence dans ce fonds. Parce que les gens ont l'impression qu'autant il y a une justice des vainqueurs, il y a aussi une réparation des vainqueurs. C'est vous qui l'avez dit. Donc voici, le rapport qui a été officiel, cher ami, monsieur le député, le rapport qui a été officiel, c'est le rapport de l'indemnisation. Monsieur, j'aimerais que les deux autres invités aussi puissent s'exprimer. Monsieur Niamey Yao, dans le cadre de la réconciliation nationale, s'il vous plaît, cette notion semble difficilement dissociable des termes comme justice et vérité. C'est un peu ce dont on parle actuellement. Maintenant, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on met dedans exactement? Quand on parle de justice,
Là, on parlait de réparation. Pour certaines victimes, pour certaines personnes, le fait qu'il y ait ces amnisties, c'est un déni de justice ou, en tout cas, on va dire, de l'impunité. Non. Bon, premièrement, pour un ancien ministre que je suis, quand on débat de ce qui est officiel et de ce qui ne l'est pas, ça me gêne un tout petit peu. Parce que dans un pays, quand on dit officiel, ça a un sens. Je voudrais m'arrêter là et ne pas faire de commentaires. Mais n'utilisons pas tous les mots comme ça. Voilà. Et deuxièmement, celui qui vous dit que ce sont les questions foncières, ce sont les questions de politique publique, administrative, simple, qui nous mettent dans des difficultés, c'est faux. Ce qui nous met dans des difficultés, c'est le problème de la démocratie. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Nous avons adopté la démocratie. Nous voulons nous développer dans la démocratie. Nous voulons construire la paix dans la démocratie. Mais nous ne voulons pas accepter les règles. C'est ça qui est le problème. Oui, mais revenons sur ma question de l'impunité. On parle de la justice, là. Quand on parle de la justice... Quand il y a des amnisties, oui. Voilà, quand le chef de l'État amnistie des personnes, ou les gracie, non, mais pour certains, c'est de l'impunité ou un déni de justice. Je plaide pour que ceux qui pensent que c'est l'impunité revisent leur copie. Parce que l'amnistie, la grâce présidentielle, le retour des exilés, la libération des prisonniers, ça fait partie du mode de fonctionnement d'un État qui veut être stable, qui veut réconcilier ses enfants. Donc c'est un signe d'apaisement. C'est un signe d'apaisement. Oui, parce qu'on l'a pratiqué plusieurs fois dans ce pays. Le PDCI l'a pratiqué, ceux qui ont succédé au PDCI l'ont pratiqué. Aujourd'hui, il appartient au parti au pouvoir de le pratiquer. Alors, pour qu'on aille à la réconciliation. On parle aussi des exilés. Sur la justice, je voulais faire quand même quelque chose. Sur la justice. Je vais être franc avec vous. Pour moi, il n'y a pas eu de justice. Tout notre problème en Côte d'Ivoire, en tout cas 80% de notre problème. Et je voudrais à ce sujet vous amener à lire le livre qui a été écrit par l'ancien bâtonnier Jean-Louis Mettan sur la justice. Voici le titre: Les grands procès de la République sous l'air fouet. La justice ivoirienne entre grandeur et suggestion. Notre problème en Côte d'Ivoire. Et là, je regarde, au moment où je parle de ça, j'ai en mémoire mon ami Kodiané qui est décédé, Noël, un brillant magistrat, qui est décédé par la persécution de ses propres collègues. Parce que la justice, tout ce que nous sommes en train de dire, on n'en serait pas là si cette justice-là fonctionnait convenablement. Notre faiblesse et la faiblesse de notre démocratie, c'est la justice. La justice ivoirienne peine, et depuis longtemps, à se donner ce qu'il faut pour être une justice. Non pas en tant qu'institution, mais en tant que matière, en tant que, je dirais, en tant que support, en tant qu'élément de cohésion sociale. La justice a failli parce qu'elle s'est laissée instrumentaliser. Et jamais la justice n'a été autant instrumentalisée que depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous portez ces accusations? Qu'est-ce que... Ce n'est pas les accusations. Si vous voulez, je vous donne des éléments bien précis. Quand vous me dites, madame, voyez-vous, quand vous me dites que Gbagbo a été condamné à 300 milliards de francs CFA, et que je vous donne les raisons pour lesquelles il a été condamné. Vous avez là les dépositants de la BHCI. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens sachent de quoi il s'agit. Que les pour la BHCI. La BHCI dit, je me constitue partie civile. Gbagbo est condamné pourquoi? Parce qu'on a cassé la salle d'eau usée. Il a facturé. J'ai renouvelé les WC. On a facturé. Non, madame, s'il vous plaît, c'est très important ce que je vais vous dire. Non, je comprends, mais on ne peut pas faire la liste en détail. Je ne fais pas la liste, je pense moi des éléments pour dire comment une juge peut être comique à ce point-là. Donc vous remettez en cause les décisions. On a bien compris. J'aimerais qu'on s'attarde sur le cas des exilés, s'il vous plaît. Parce que c'est aussi un problème. Mais si vous abordez beaucoup de sujets, on ne va pas... Mais vous savez, il nous reste une vingtaine de minutes et on n'a même pas fait le quart de ce... Ah oui, mais dans ce cas, non, mais si vous prenez la parole de manière intempestive, messieurs, s'il vous plaît. Suivons un conducteur. L'État a des règles, les débats aussi, s'il vous plaît. Je crois. Merci. Donc, je veux qu'on s'attarde sur les exilés. Donc, certains sont rentrés, et l'un des plus célèbres... Les exilés politiques. Oui, les exilés politiques, je précise, les exilés politiques. Exilés volontairement. Alors, d'autres semblent rencontrer des difficultés... Ceux qui ont été contraints à l'exil. Merci de la précision. Il y a des personnalités dont on... Alors là, ce n'est pas une question d'exil, mais prenons le cas, par exemple, de M. Blé Goudé.
dont on se demande pourquoi il ne vient pas. On a aussi le cas de M. Guillaume Soro. Est-ce que l'État pense qu'il y a des citoyens ivoiriens qui menacent la cohésion nationale avec leur présence sur le territoire? On essaie de comprendre. Non, moi, je voulais, avant de répondre à cette question, donner des éléments de réponse sur le tableau que M. Katina a peint tout à l'heure sur la justice. Non, je dis non. La justice ivoirienne, mais ce qui est dommage avec les opposants, ils ont une vision à géométrie variable. Ah ben, dis donc. Oui. Quand la justice est en leur faveur, c'est une très bonne chose. Quand la justice n'est pas en leur faveur, c'est une mauvaise chose. Mais c'est cette même justice qui a acquitté Mme Simone Gbagbo. Est-ce que, vous pouvez répondre à ma question? Oui. Je vous demande, en tant que représentant du parti de la majorité, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire considère certains Ivoiriens comme une menace pour la cohésion nationale, ce qui justifierait leur absence sur le sol ivoirien? Non, je dois dire non, je pense qu'il n'y a pas un Ivoirien qui menace la cohésion sociale. Celui, je vais les prendre cas par cas, vous avez parlé de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un problème administratif. Il a introduit son passeport. Et je ne dirai pas plus. Il a introduit son passeport. Je pense que mais il va rentrer. Si le président Laurent Gbagbo est rentré, je ne vois pas pourquoi Charles Blé Goudé ne rentrerait pas. On a connu la même procédure avec le président Laurent Gbagbo. Il a eu son passeport, il est rentré. Et je pense qu'il n'y a aucun problème pour que Charles Blé Goudé rentre. Et maintenant, M. Guillaume Soro. En ce qui concerne Guillaume Soro est poursuivi pour des faits graves d'atteinte à la sécurité de l'État. Je pense qu'il est poursuivi et il a des problèmes avec la justice ici en Côte d'Ivoire, en France, je dois dire même au Burkina Faso. Mais pourquoi ne pas le laisser rentrer? Mais non, mais qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro de rentrer? Personne ne l'a empêché de rentrer. D'accord, vous nous dites que Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand il rentre, il fera face à la justice. Oui. D'accord. Donc, si ça va sortir, ça va mieux en le disant. Madame. Oui. Mais ce que je voulais dire pour terminer. Des choses comme ça, j'ai peur un peu pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme si on inventait la Côte d'Ivoire. Dans ce pays-là, il y a eu plusieurs personnes qui ont été dans la même situation que Guillaume Soro, au nom de la réconciliation nationale. Les partis qui ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire ont fait fi de beaucoup de choses, ont fait des sacrifices. Et puis, bon, tout le monde est rentré. Et on a recommencé à, j'aime bien ça pour le moment, à vivre ensemble. Donc, au nom du vivre ensemble, tout est possible. Et on dit au PDCI, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de la cohésion et de la paix dans notre pays. On a vendu la réconciliation nationale à l'Afrique du Sud. On a réconcilié des Sierra-Léonais. On a même réconcilié des Maliens. Et on est champion de réconciliation des autres. Donc le plaidoyer que nous faisons, c'est qu'on fasse des sacrifices, qu'on fasse un peu d'élévation. Et qu'on se rappelle notre passé commun. Pourquoi on reparte sur de nouvelles bases? C'est le plaidoyer que nous faisons. Madame Didier, ce que je voulais dire pour terminer sur la question de Guillaume, je ne suis pas en train de dire que le président de la République, en cette période, en cette ère de réconciliation, qu'il n'y aura rien qui sera fait pour Guillaume Soro. Je suis en train de dire que Guillaume Soro, pour ce qui est poursuivi devant la justice. Je pense que vous avez parlé de justice. La justice, l'impunité ne doit pas être on ne doit pas, parce qu'il y a l'impunité, ne doit pas empêcher la justice. La justice, oui. La réconciliation, oui. Mais la justice, effectivement. Parce que ce que je voudrais dire en ce qui concerne la réconciliation, mais en réalité, moi, je veux bien comprendre la réconciliation, à quoi on fait allusion. Eh bien, justement. À quoi on fait allusion? Parce que moi, je considère que les Ivoiriens ne sont pas... c'est peut-être la classe politique qui a un problème de réconciliation. Sinon, les Ivoiriens vivent en harmonie. Il faut peut-être parler de cohésion sociale. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. La consolidation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Que vous êtes sur ce plateau. Mais réconciliation, peut-être la classe politique, mais la classe politique ne pourra pas prendre en otage les populations. Monsieur Maïsan, l'impression qu'on a, quand j'entends les uns et les autres parler, en termes de réconciliation, c'est comme si les Ivoiriens se regardent en chaîne de phage. J'ai dit non. Il y a certainement un non, ce sont les personnalités politiques. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Que le débat évolue à ce niveau. Oui, et il va continuer à évoluer. Ceux qui vont porter les aspirations des populations s'appellent partis politiques. Tout à fait. Et à l'intérieur des partis politiques, ce qu'on nous apprend, c'est d'aimer la Côte d'Ivoire. Et aimer la Côte d'Ivoire veut dire qu'à un moment donné, toi qui as la responsabilité du pays, tu peux faire des sacrifices. S'il vous plaît, il nous reste... Monsieur Maïsan, s'il vous plaît, arrêtez de prendre la parole. Il nous reste 15 minutes d'émission. On n'a même pas encore parlé de la reprise du dialogue politique. S'il vous plaît, hein,
que chacun respecte ces règles, s'il vous plaît, assez basiques. À commencer par nous-mêmes. Voilà. On va parler de la reprise du dialogue politique. Juste avant, je vous propose d'écouter les réactions des populations au micro de Sédou Ouattara. Ce n'est pas le fait seulement des partis politiques. Mais nous-mêmes, en tant qu'individus, c'est très important. Parce que depuis la crise, quoi qu'on dise, chacun de nous a des ressentiments envers l'autre. Donc tant que nous-mêmes, individuellement et personnellement, on n'est pas prêt pour cette réconciliation, ce n'est pas les partis politiques qui vont nous réconcilier. Voilà, parce que le parti politique, on adhère à un parti et l'idée est là. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous pensons de la réconciliation? Il faut qu'il y ait un vrai engagement de tous les partis politiques à aller vers une réconciliation. Parce que on a remarqué en Côte d'Ivoire qu'on a tendance à dire au bout des lèvres, on veut aller à une réconciliation. Mais les cœurs n'acceptent pas vraiment la réconciliation. Il faut une réconciliation qui part d'abord du cœur pour se matérialiser sur le terrain et avoir un impact positif sur tous les partis politiques. Moi, je ne pense pas que les partis politiques puissent réconcilier les Ivoiriens. Parce que les alliances là, ils ont toujours fait, ça n'a jamais abouti à quelque chose. C'est aux Ivoiriens même de se réconcilier entre eux. Il faudrait qu'on arrête de penser parce que je suis bêté, donc celui qui est au pouvoir comme il est bêté, donc tout ce qu'il va faire, que ce soit positif ou négatif, on doit le soutenir. Donc c'est par là d'abord que la réconciliation doit venir. Il est temps que les Ivoiriens se réconcilient. Et pour de vrai. Si le président de la République a déjà fait un premier pas, il reste maintenant au parti politique de faire le deuxième pas. Et surtout à la population ivoirienne. La population ivoirienne doit comprendre que ces politiciens-là sont des frères. Et nous mettons en palabre, ils parlent, et quand on sort, après les deux se réconcilient. Donc la politique, pour moi, il a toujours dit, n'est pas une religion, mais plutôt un jeu d'intérêt. Quand on fait la politique, c'est pour un intérêt. Et quand l'intérêt est connu, c'est fini. On ne sort pas pour gâter pour quelqu'un. Quand on gâte pour les enfants sont en Europe, quand ça se gâte, c'est nous on prend les pots cassés. Aujourd'hui, s'il y a un président qui vient, qui se met à la tête de tout le peuple ivoirien aujourd'hui, il faudrait qu'il s'entende avec ses autres collègues qui sont déjà quittés au pouvoir. Il faut qu'ils s'appellent pour parler entre eux pour que le pays puisse avancer. Parce que si tu as marié 3 femmes, que les 3 femmes ne s'entendent pas, comment toi tu peux dormir? Nous les enfants ne peuvent pas dormir si les 3 présidents ne s'entendent pas. S'ils s'entendent, ça marche pour tout le monde. Chacun va aller dans son occupation. Il faudrait que tous ces 3 s'entendent. Si ces 3 s'entendent, la Côte d'Ivoire va vivre paisiblement. Parce que chacun veut défendre ses intérêts, alors qu'il faut l'intérêt national. Cet intérêt national doit venir par eux-mêmes. Si eux-mêmes ne s'entendent pas, vraiment ça serait un peu difficile. Le Premier ministre Pathé Kachi a annoncé lors d'une conférence de presse la reprise du dialogue politique dès décembre 2021 avec les acteurs concernés. Quels sont finalement déjà les enjeux de cette reprise du dialogue politique? Et quand vous dites les acteurs concernés, quels partis seront présents? Je pense que ce sont l'ensemble des partis essentiels en Côte d'Ivoire, on les connaît. Le dialogue politique n'est pas à ses premières assises. Je pense que l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Nous avions une communauté de destin. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes dans un pays. Le président de la République a pour le souci de faire en sorte qu'il y ait la paix sociale, pour qu'on entrevoie, pour que le développement qui a déjà amorcé puisse continuer. Est-ce que tous les représentants de vos partis, enfin les chefs de partis seront présents? Vous avez répondu présent ce dialogue politique. Le PPACI, il sera présent? Nous avons toujours demandé, nous sommes les premiers à demander le dialogue politique. Nous, le dialogue politique. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons pas que ce soit un dialogue tout juste pour sauver la face. Parce qu'il y a des questions fondamentales. Et c'est sur ce point, vraiment 30 secondes pour que je vous dise quelque chose. Sur ce point bien précis. Voyez-vous, lorsque le diagnostic, c'est comme les études informatiques, quand l'input est faux, forcément, ce qui en sortira sera faux. Parce que nous faisons le diagnostic, on veut faire de la réconciliation, effectivement, un débat politique inclusif, tout c'est ce que nous appelons. Mais dans la réalité, ce que sur lequel les gens s'accordent pour parler de réconciliation aujourd'hui, c'est des questions subsidiaires qui auraient pu être réglées bien avant, comme étant les éléments, les prérequis pour que nous abordions les questions essentielles en Côte d'Ivoire. Et sur ce plan, je le rejoins. On a un problème fondamental en Côte d'Ivoire qui a justifié la guerre, qui doit faire prétexte à la rébellion. La question des terres. La question aujourd'hui de la justice, j'en parle. La question de l'armée. Il nous faut créer un nouveau consensus national autour de ces questions essentielles.
Mais si nous nous perdions sur des questions parce qu'on tient des prisonniers en otage et qu'on veut les utiliser comme instrument pour faire croire que nous avons fait un débat, si vous me surchargez illégalement et après on le ma charge, on n'a pas avancé. La Côte d'Ivoire a des questions très précises. Voici des questions essentielles sur lesquelles il nous faut trouver un nouveau contrat social. Les terres, la question du droit foncier, la question de la réforme de la justice, l'école, notre armée et plein d'autres questions qui méritent un consensus national. Et tant qu'on ne l'a pas fait, et c'est à ça que ce débat doit nous intéresser. Alors justement, plusieurs dossiers sont régulièrement de sources de tension entre la majorité et l'opposition. Je ne sais pas si ça sera discuté au cours de ce dialogue politique, vous allez nous le dire, notamment le fichier électoral et la CEI. Entre chaque, à l'approche des échéances électorales, il y a toujours des discussions, des contestations et des divergences. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment cela se produit ? Quels sont les points de divergence sur ces questions-là? Les points de divergence concernant la CEI spécifiquement, c'est que la CEI est une institution qui est inscrite dans la loi fondamentale, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, et qui lui confère le caractère d'indépendance. Et si les partis politiques de l'opposition majoritairement ne sont pas d'accord sur le processus électoral, c'est que la CEI n'inspire pas confiance. On peut dire peut-être qu'il y a eu une petite évolution, mais si elle n'inspire pas confiance, si elle n'est pas véritablement indépendante... Mais vous voulez retourner au ministère de l'Intérieur, qui est là aussi... Vous voulez que ce soit le ministère de l'Intérieur Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Au contraire. Qui encadre... Non, c'est pas ça. Le ministère de l'Intérieur, c'est l'émanation de l'État. C'est le gouvernement. Mais dans la Constitution, il est dit que la CEI doit être juridiquement, financièrement et administrativement indépendante. Or, c'est dans sa composition-là qu'il faut déjà montrer les signes d'indépendance de cette institution-là. Et l'opposition déplore le fait que l'État ou bien le pouvoir ait des représentants dans la CEI qui fait que l'indépendance n'est pas véritablement assurée. L'institution n'est pas autonome. Et ça, c'est confligent. Sur ces points d'achoppement, la CEI, oui. Le fichier électoral. Madame, je crois que le grand principe qui régit le fonctionnement même de la Côte d'Ivoire, depuis les indépendances, depuis avant que nous ne naissions, c'est se mettre autour d'une table et puis parler des problèmes de la nation. Depuis longtemps, nous avons dit que, au niveau du PDCI, que le découpage électoral, par exemple, n'était pas bon. Nous avons dit que la CEI était un outil plutôt administratif que politique. Nous avons posé un certain nombre de problèmes, mais qu'on met sur la table et puis on discute pour aboutir à quelque chose de consensuel. Mais encore une fois, je rejoins le ministre Katina. Il ne faudrait pas que le dialogue politique soit une sorte d'épouvantail sur la tête des partis politiques. Il faut qu'on intègre le dialogue politique comme une des constantes de la démocratie. C'est-à-dire, dans la démocratie, ce n'est pas parce que tu es majoritaire que tu dois être sous aux revendications de la minorité. C'est parce que tu es minoritaire que tu dois permettre l'existence de la minorité, tu es majoritaire que tu dois permettre l'existence de la minorité en étant à l'écoute pour que les problèmes qui vont engendrer de graves dysfonctionnements puissent être réglés au fur et à mesure. Donc, nous pensons qu'à ce niveau-là, la balle est dans le camp du parti au pouvoir. Mais parlons de l'élection 2025, puisque finalement, c'est la prochaine échéance qui nous... qui focalise notre attention. Oui. Il y a déjà la question dans le débat public de la limitation d'âge des candidats, cette prochaine élection. Si cette loi est votée, elle disqualifiera de facto l'hypothétique candidature d'Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo. Ça ne concerne pas Pascal Afine-Guessant. Quelle est la position déjà de vos partis respectifs sur cette question? Non, moi je voulais, avant de parler de la question de 2025, parler du dialogue. Je pense que le gouvernement est de très bonne foi. Le dialogue n'a jamais été interrompu. Je pense que tous les sujets seront sur la table.
la question de la CEI, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et puis je dois dire que la mouture actuelle de la CEI est l'une des meilleures moutures. C'est clair que dans une organisation humaine, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, qu'il faut parfaire. Ouais, d'où le dialogue. C'est ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut aller... L'État est prêt à faire des concessions lors de ce dialogue par rapport à ces reproches. Quand on va à une discussion, c'est la loi du donner et du recevoir. Donc personne ne viendra cramponner sa position pour venir prendre... Non, je pense que si l'État a créé cette passerelle-là, c'est pour que le dialogue ait effectivement lieu et que chacun de nous, en tant qu'Ivoiriens, je l'ai dit, nous avions une communauté de destin, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous, c'est notre bien commun, c'est notre patrimoine commun. Bravo. On doit se mettre autour de la table pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori, parce que l'opposition a des a priori sur des questions. J'ai entendu dire... Aussi en a. Non, monsieur le professeur, laissez-moi terminer. Oui. Parce que chaque fois que vous intervenez, je vous coupe pas la parole. Allez-y, allez-y. Donc, j'ai entendu dire qu'il y a des épées de Damoclès. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut venir au dialogue avec les sujets. Tout doit pouvoir être mis sur la table. Et puis, je pense que ce dialogue doit être fertile. En ce qui concerne les élections de 2025, sur la limitation d'âge, personnellement, et ça c'est ma position personnelle, je suis contre la limitation d'âge. Parce que je suis... Donc en tant que député, vous voterez contre? En tant que député, je voterai contre parce que je considère que ça va être des problèmes confligènes. D'accord. C'était d'où le sens de ma question. D'où le sens de ma question. Parce que vous concernez... Ça apporter une mauvaise solution à un vrai problème. Donc le PPACI ne votera... Bon, vous n'avez pas encore de députés, mais en tout cas, vous n'êtes pas du tout pour. On a nos députés qui sont là-bas, s'il vous plaît. Attention, on a 18 députés là-bas. Il faudra quand même... Non, elle a un seul député, nous on en a 18. Alors, donc, on a 2 députés sans alliance. Non, un député sans alliance. Dont le président du parti. On va aller rapidement à l'essentiel pour dire ceci. Tout à l'heure, vous avez abordé une question qui est essentielle, c'est-à-dire la démocratie a ses règles. Tous les problèmes que nous avons là, c'est la volonté de tricher qui fait que nous avons des problèmes. Parce qu'on avait imaginé les CEI comme étant une solution au problème des crises électorales. Et nous avons conçu des CEI qui sont devenus plus que partisanes. Parce que si vous rassemblez des partis politiques dans un instrument, forcément, il devient partisan. Mais cette mouture-là est depuis 2010. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, je parle. Pour dire que vous aurez l'attitude de mais c'est ce que je vous dis. On vient de dire que l'expérience n'est pas bonne. Il faut que nous reposions ces problèmes. Je vous l'ai dit pour que vous dites à votre parti, réfléchissons. Mais vous devez plus le faire en 2010 pendant que vous étiez là. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas fait que ça nous interdit de faire la projection dans le futur. Mais c'est pourquoi on s'organise pour alors donc, c'est pourquoi je vous l'ai dit, je retiens là-dessus, que c'est notre volonté manifeste de tricher qui nous envoie dans ces problèmes. Voilà. Or, celui qui triche à une élection, c'est comme un voleur. Pourquoi on arrêterait tous les voleurs pour les mettre en prison et les tricheurs, on les laisse? Donc, enlevons de nos têtes la triche et réfléchissons dans nos différents partis quelle est la nouvelle forme pour pouvoir nous gérer. Parce que pour moi, une CEI qui rassemble des partis n'est pas une CEI neutre. Voilà. Bon. Alors, sur la question, s'il vous plaît, il nous reste que 5 minutes. Sur la question de limitation d'âge, le PDCI va dire quoi? Avant moi ou... le PDCI va voter... Non, elle parle avant moi ou bien moi je parle? Le PDCI, sur cette question, va voter pour ou contre cette loi? Non, je ne réponds pas comme ça. Le PDCI ne répond pas comme ça. Sur 2025, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Si nous ne respectons pas notre loi fondamentale, nous aurons les mêmes problèmes. Et si nous estimons qu'il y a des cas de force majeure encore en suspens, il vaut mieux les mettre sur la table pendant qu'il est temps, de sorte qu'en arrivant là-bas, les cas de force majeure soient pris en compte par notre loi fondamentale. Et donc, moi, si le PDCI de toute façon ne votera pas pour la limitation d'âge. Pourquoi? Nous avons limité l'âge en son temps et nous avons été renversés par coup d'État au motif que nous avons limité l'âge. Et Dieu merci, le peuple de Côte d'Ivoire a voulu qu'on ne limite plus l'âge de son candidat à l'élection présidentielle, ce qui est démocratiquement correct. Et donc, vous, le PDCI certainement votera pour. Le FPI contre. Il faut dire. Il a dit qu'il votera contre la limitation. Le PDCI votera pour. Attendez, on écoute Madame. Il faut rester constant. Il faut rester constant. Oui.
le FPI a quand même un passé. Oui. Et nous, on avait déjà dans nos propositions la limitation de l'âge. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Maintenant, si on estime que c'est un problème qui est confligène, avant qu'il y ait les élections, il faut qu'on s'asseye. Et qu'on en débatte. Ça doit faire partie des éléments du dialogue ou bien de la réconciliation qui vont s'ouvrir bientôt. Et pour revenir à votre question de savoir si notre parti est preneur pour le dialogue politique, nous avons toujours été pour le dialogue politique. Depuis la sortie du président Affi N'Guessan de prison, il a demandé le dialogue politique qui a d'ailleurs permis d'obtenir des résultats, notamment la libération des prisonniers, le dégel des comptes. Il y a eu des efforts qui sont faits, mais qui ne sont pas suffisants. Il faut aller de l'avant. Mais il faut saluer ça quand même. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu des efforts qui sont faits. Merci, Madame. On va finir sur cette touche positive, un peu d'optimisme. Malheureusement, le temps imparti arrive à son terme. Nous avons tous été positifs sur ce plateau. Bon, continuons de l'être. C'est la fin de cette émission. Merci aux invités d'avoir participé à ce débat. On n'a pas eu assez de temps, je le concède et je le conçois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation de Martin Luther King. J'ai opté pour l'amour car la haine est un fardeau trop lourd à porter. Et apôtre de la désobéissance civile d'ailleurs. Bon, ça c'est une autre question, on va pas relancer le débat. Excellente soirée et restez sur RTI 1. Merci.